Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô? Bonjour, bonjour. Comment on se retrouve? Oui, on se retrouve. Nous, on vient juste d'enregistrer lui de la semaine dernière pour vous. Fait que, Ouais. on est toujours en Russie, la gang. Oui, comme je vous avais laissé au dernier épisode, comme je l'avais dit, on va être encore dans le même coin. Oui. Mais c'est complètement différent. Et j'ai hâte de vous raconter le cas d'aujourd'hui parce que c'est vraiment pas ce que je fais d'habitude. Et disons que je correspond plus au côté glacé que crime, si on suit notre nom de podcast. OK. Ben là, Vous voyons. allez voir. Ben, j'ai hâte de savoir. Là. Moi, je sais, depuis que je sais que c'est un peu étrange, je suis hooked. C'est différent. Mais j'espère que vous allez bien, puis Mm-hmm. que vous avez passé une belle semaine, puis que vous êtes heureux d'être content, puis Oui. c'est tout. En tout cas, nous, on est heureux d'être contente, d'être Ouais. heureuse d'être contente. Oui. Est-ce que tu veux nous dire le shout-out ou les shout-outs du jour? Oui. Je vais en dire 2. Écoute, on se clenche ça ces temps-ci. Donc, j'en ai 2. Le premier, c'est de Hugo. Je crois que son shout-out, son destinataire a changé en cours de route, mais bref, c'est un shout-out à Hugo de Hugo, donc on te salue. Puis on espère que tu vas bien. On pense à toi. Salut, Hugo! Ouais. Merci de nous écouter! Mais on voulait quand même le dire parce que j'imagine que s'il a changé de destinataire, ben c'est ça. Shout-out. Shout-out à toi. Shout-out à toi, merci d'être là. C'était pas compliqué. Le deuxième, c'est de la part de Joanie. Elle dit « Bonjour à vous deux. Je tiens à vous remercier de rendre mes road trips autant le fun grâce à vos podcasts. Je n'ai jamais été fan d'histoires troublantes, de meurtres et autres histoires dramatiques, mais vous avez su me captiver dès l'épisode 1. Si je peux me permettre, j'aimerais faire un shout-out à ma blonde Sarah, avec qui je partage la route et avec qui nous attendons patiemment le prochain épisode de tous les dimanches. On est rendu des fans numéro 1. On peut pas s'empêcher de parler de vos épisodes et aussi de crème glacée. Hihi. Longue vie au true crime. Puis elle dit, j'ajoute un PS. Maintenant, ma blonde et moi, on s'appelle les petits cornets. Oh! Et nous utilisons toujours l'expression « elle n'est pas dupe ». Trop cute. Fait que salut J'adore. Joanie, salut Sarah. Salut les filles, merci de nous écouter. Merci Vous de êtes nous écouter. adorables. Oui. Fait que c'était ça, les shout-outs d'aujourd'hui. Ah, j'aime tellement ça, le meilleur segment. Passons à la saveur du jour. Oui. Et là, depuis ma fête, j'ai pas pu dire de saveur du jour parce que il y avait les épisodes Patreon, il y avait ensuite... Il y avait tes 2 parties que t'avais oubliées, me semble. Là, t'étais comme Oui, fuck, j'ai oublié puis une saveur du jour. on les avait enregistrés avant ma fête, si je ne me Ouais, trompe ça pas. se peut. Et là, après ça, c'était toi. Fait que là, je dis ma saveur du jour que j'ai mangée à ma fête. OK. Même si on est quasiment un mois après. Je peux enfin vous la partager. C'était délicieux. Je pense que c'est sincèrement un des meilleurs desserts que j'ai mangé. OK. C'est un sorbet à la fraise avec du basilic sur un lit de ricotta frais. Non. Parsemé de meringue. Où c'est que t'as mangé ça, tabarouette? Dans une buvette Oh mon Dieu, ouais, c'est ça. OK, je vois. avec des tapas. Là. C'est une place que je vais souvent. J'adore. Et Wow. ben, le dessert du Oui. mois, ou je sais pas, ils changent souvent leur menu, là, mais le dessert de ce moment-là, c'était ça. Puis pour vrai, j'étais en extase. C'était le meilleur cadeau de fête qu'on aurait pu faire. Miaou. C'était trop bon. Ben, j'adore. Passons. Oui, passons à l'histoire d'aujourd'hui. C'est vraiment différent, comme j'ai dit, de d'habitude. C'est rocambolesque, sans dessus-dessous. Mhm. Vous allez voir. L'histoire que je vais raconter est parue dans un magazine nommé Kanza Tastelli. Kanza Tastelli, et là, je le prononce sûrement mal, Mhm. mais ça veut dire « the people fought ». Donc, les gens qui se sont battus. OK. Mais battus dans le sens à la guerre. Là.
pas des batailles de rue, là. Et ça, c'était un magazine finlandais qui publiait des articles sur les souvenirs des anciens combattants. Okay. Le magazine a été publié à Helsinki, en Finlande, de 1957 à 1986. Mais nous, aujourd'hui, on s'intéresse à l'édition numéro 4 de 1978, où la page couverture du magazine met en vedette un homme, un soldat finlandais nommé Aimo Koivunen, et dans lequel on y raconte son récit épique. OK, mon Dieu, je suis hooked. C'est une histoire qui me jetait à terre et que je me suis dit, j'ai pas le choix de la raconter ici un jour. Ben là... Mais avant de savoir ce qui est arrivé à notre cher Aimo, commençons par une petite capsule historique, comme j'aime bien le faire des fois. Malade. Un documentaire PBS nommé Secrets of the Dead World War Speed a mis au grand jour une nouvelle quelque peu choquante. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats étaient tous high. Ben voyons. Et pas sur l'adrénaline nécessairement, mais bien sur de la drogue, des amphétamines pour être exact. Je vais vous expliquer. J'aime déjà où ça s'en va. La méthamphétamine, a été introduite en 1938 et n'était pas considérée comme une drogue. Elle était considérée comme un stimulant légal au même titre que le café et commercialisée sous le nom de Pervitin. OK. Lorsque la guerre a éclaté, les soldats ont commencé à utiliser ces stimulants-là qui leur procuraient des avantages indéniables, tels que la capacité de rester éveillé pendant plusieurs jours, l'atténuation de la peur et l'augmentation de l'agressivité nécessaire au combat. Ben, ça a bien du sens en même temps. Ouais, mais c'est trash en même temps. Oui. Pas mal de rapports montrent que les nazis consommaient beaucoup de meth et autres drogues du même genre. Oh là là. Hitler, lui, demandait souvent à son médecin personnel, Theodor Morell, de lui injecter de l'eucodal. Ça, c'est un mélange d'oxycodone et de speed. Et quant aux soldats de la Wehrmacht, ils carburaient au Pervitin, une drogue proche de la meth en cristaux pour rester éveillé et sur le qui-vive à tout moment. OK, mais il me semble que c'est un peu genre ironique parce que Hitler, il aimait pas genre les junkies dans ma tête. Ben ouais. Puis toute son armée était complètement buzzée, genre. Exact. Excuse, c'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est absurde. C'est comme ça leur donne on dirait un pouvoir spécial, genre. Ben ça, c'est des Un forces level up. surhumaines un peu, là. Ouais, c'est ça. Mais à quel prix, tu sais? Ouais. OK. Ça devait être un vrai shit show, là. Déjà que la Deuxième Guerre mondiale, c'était un shit show. Là, imagine tout le monde sur la meth. Clairement, les conditions de la guerre étaient invivables et pour tolérer le tout, les soldats ne pouvaient juste pas être à jeun. Les amphétamines font partie d'un groupe de stimulants qui inclut aussi la meth, comme j'ai dit, et elles agissent directement sur le système nerveux central. Elles augmentent l'état d'éveil et procurent une sensation d'euphorie. Les méthamphétamines, elles, ont un impact encore plus marqué sur le cerveau quand la dose est particulièrement élevée. Donc, l'effet se prolonge, mais il est probablement aussi plus dommageable pour la personne et son système nerveux. Surtout prise sur de longues durées. Mais c'est triste dans ce cas-ci. Ben, c'est toujours triste, là. Je veux dire, l'addiction, c'est triste, là, mais là, c'est encore plus fait de manière insidieuse parce que les soldats savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent pas ce qu'ils prennent, là. Ouais. Ils se font dire « Ah, vous allez plus avoir peur en prenant ça. » Eux, c'est comme s'ils avaient bu 2 cafés au lieu d'1 le matin, là, dans leur tête. Le Pervitin, par exemple, était vendu dans les années 1930 en Allemagne comme une sorte de comprimé énergisant à usage occasionnel. L'industrie pharmaceutique allemande faisait déjà des tests avec cette substance avant la guerre, notamment pour mesurer combien de temps des étudiants pouvaient rester éveillés et performants sur le plan mental. Tabarouette. Genre pendant leur session d'examen et tout. La meth. Mm-hmm. Colique. Quand l'armée de l'air allemande devait faire des missions à longue distance et voulait absolument que ses pilotes restent réveillés pendant des heures, on leur distribuait régulièrement du Pervitin. Par exemple, le ministère britannique de la guerre a estimé qu'entre avril et juin 1944 seulement, donc quelques mois, environ 35 millions de comprimés de Pervitin ont été remis à 3 millions de soldats, marins et pilotes allemands. Imagine, conduire un avion, piloter un avion sur la meth. Ouais. Hey boy. Et c'était pas la seule substance administrée aux soldats. Plus tard, pendant la guerre, des chimistes allemands ont concocté un autre médicament appelé
DIX, peut-être D9, là. Chaque comprimé contenait 5 mg d'oxycodone, 5 mg de cocaïne et 3 mg de méthamphétamine. C'est pas tant beaucoup si on compare à ce que les gens s'injectent, mettons, pour avoir un high, là, mais c'est parce qu'ils prenaient plus qu'un comprimé. Puis tous les jours, pendant des jours et des long mois. Terme. Méchant cocktail. Ouais. Ce médicament-là, cette drogue-là a été testée sur des prisonniers dans un camp de concentration allemand pendant la guerre. Et pendant cet essai-là, on a pris une unité de marcheurs composée de prisonniers, probablement surtout des Juifs, et elle a été chargée de tester la résistance de différents matériaux de chaussures en prenant ce stimulant-là et en marchant 40 km par jour avec un sac à dos de 11 kg sur le dos. Du matin au soir, il devait marcher sur la mette, puis il testait différents souliers pour voir quels souliers seraient les mieux performants. On dirait un jeu vidéo. Oui, c'est vraiment pas traiter des humains comme des humains. Là. Non. C'est des cobayes. La plupart des prisonniers ont abandonné parce que marcher 40 km par jour sur la mette, non merci. Mais un dossier montre qu'un homme avait pris 75 mg de cocaïne et de DIX, là, de D9, et a marché 60 miles sans être fatigué. Et c'est comme devenu la norme que les autres devaient respecter sous peine de subir des conséquences. Genre, un gars a réussi complètement coqué, fait que là, tous les autres prisonniers devaient faire pareil que lui. C'est le record à battre, genre. C'est la norme. Ouais. Les nazis ont conclu que les soldats devaient se frayer un chemin à travers les dernières batailles de la guerre en prenant 20 mg de sel de cocaïne ou de chewing-gum à base de cocaïne pour survivre à la guerre. Parce qu'éventuellement, on le sait tous que les Allemands ont perdu. Et dans une stratégie de dernier recours juste avant leur défaite, les soldats nazis embarquaient à bord de mini-sous-marins. Là. Je ne sais pas si tu connais un peu la Deuxième Guerre mondiale, là, mais une des dernières stratégies, là, c'était d'envoyer des kamikazes en sous-marin. Avec du chewing-gum contenant 20 mg de cocaïne et 20 mg de méthamphétamine sur des missions de plusieurs jours pour les garder éveillés parce que c'était des mini-sous-marins pilotés par une seule personne souvent. Fait qu'ils les boostaient, ils les droguaient, puis eux, ils devaient conduire, puis sans le savoir, eux, c'était des kamikazes, puis ils allaient se diriger tout droit vers les ennemis, entre guillemets. C'est complètement trash. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école, mettons? On dirait que tu m'apprends quelque chose que, genre... C'est... J'avais jamais su de toute ma vie. C'est cray. La partie drogue, là, pas la partie Deuxième Guerre mondiale. Mais moi non plus, je savais pas ça avant récemment. Là. OK. Sur le marché noir actuel, la dose initiale de cocaïne vendue est d'environ 50 mg et les effets durent environ 30 minutes. Avec une consommation régulière, la tolérance à ce genre de drogue peut conduire à des doses de 1000 mg ou plus par jour pour sentir des effets. Là. Ouais. Bref, les effets se faisaient clairement sentir, surtout quand l'armée allemande a combattu pendant 10 jours d'affilée contre les Britanniques à Dunkirk, tout en parcourant en moyenne 22 miles par jour. Cependant, quand les services secrets britanniques ont trouvé des comprimés de Pervitin dans un avion de chasse allemand qui s'était écrasé, ils se sont dit « Hey, c'est pas juste, nous aussi on veut être high! » Ils ont donc décidé de faire pareil, mais en choisissant plutôt de la benzédrine, une autre drogue similaire. Mais voyons donc. Les deux camps étaient sur la mette. En 1941, la Royal Air Force a officiellement approuvé l'utilisation de ce médicament-là, autant en comprimé qu'en inhalateur. Complètement fou. On dirait que je suis comme... Pas surprise, mais en même temps, genre, voyons que c'est un côté de la guerre qu'on... Oui, c'est ça que genre j'avais jamais pensé avant. Là. Ouais. Ça a bien du sens, ça, si, on dirait. Évidemment, ces produits chimiques finissaient aussi par mettre les soldats hors service, là, parfois même inconscients ou ils mouraient de surdose. Ouais, clairement. Et les effets à long terme de cette espèce de course aux armes chimiques version drogue, approuvée par le gouvernement, sont restés cachés au grand public bien longtemps après la fin de la guerre. Oh, shit. Et comme on parlait, parce que encore aujourd'hui, c'est assez méconnu. Un historien explique, et je cite, « Ça t'empêche de dormir, mais ça t'empêche pas de te sentir fatigué. Ton corps n'a aucune chance de récupérer de la fatigue accumulée, alors à un moment donné, quand tu arrêtes le médicament, tu t'effondres et tu n'es plus capable de fonctionner. » Oh shit. Ben oui, clairement, ça crée une énorme dépendance à ton corps au complet. Là. Un gros choc. Là.
Selon un communiqué de presse de PBS, un soldat allié sur 3 a été mis hors service pendant la guerre, mais pas à cause de blessures physiques, mais à cause de l'épuisement lié au combat. Et là, avec ce qu'on sait, aussi entre autres à cause de surdose et de sevrage. Ben oui. C'est extrêmement triste parce que malgré qu'aucune étude scientifique n'ait été terminée pour vérifier si c'était sécuritaire de consommer autant de drogue, on a certifié son usage et prescrit des doses quotidiennes de meth à ces pauvres soldats-là. Des fois très, très jeunes, qui devaient prendre entre 10 et 20 mg de meth par jour. Et là, ils ne savaient pas qu'on les forçait à devenir des toxicomanes. Les effets à long terme sont indéniables parce qu'aucune aide n'est offerte aux soldats après la guerre pour gérer leur addiction. Ils sont devenus des addicts à la meth sans le savoir. Ouais. Déjà, il n'y a pas d'aide pour leur trauma mentaux. Exact. Par rapport à ça, imagine. Mm-hmm. En plus, ils sortent de là, ils ont une addiction à quelque chose, puis... Une addiction grave, là. Une addiction très grave. Puis en plus, ben sûrement que la façon qu'ils obtenaient la drogue en question, ben ils se la faisaient donner. Ouais, ben là, il faut qu'il y ait la dépense. Faut qu'ils la trouvent, hein? Faut Ouais. qu'ils... Fait que sûrement qu'ils finissent que leur corps, il lâche, là. En tout cas. C'est tragique. La priorité de tous les camps, alliés ou ennemis, c'était simplement de gagner la guerre, peu importe le prix. Ouais. Bref, juste ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, merci. Mais là, on veut revenir à notre Aimo Koivunen. Ouais. La page couverture du magazine. Qu'est-ce qui lui est arrivé? L'article du magazine Kansa Tastelli commence comme suit, une petite introduction. Le pervitin, ou désoxyédétrine, pardonnez-moi, était un stimulant très puissant utilisé par les Allemands qui permettait même aux soldats épuisés de se livrer à des activités intenses pendant quelques heures. Une surdose répétée provoquait naturellement un état de confusion potentiellement mortel dont seuls les hommes très résistants physiquement pouvaient se remettre. Un éclaireur raconte ici sa dernière expédition, au cours de laquelle il a dû dépasser à plusieurs reprises les limites normales de l'endurance humaine. Le récit oscille entre réalité et hallucination. La vérité détaillée restera à jamais dans l'obscurité des contrées sauvages du nord de Vienne et dans les forêts entourant la Russie et la Finlande. Damn! Donc là, dès le départ, l'article admet déjà que les faits racontés ici sont peut-être un peu nébuleux, exagérés ou modifiés à travers le temps. Mais après tout, Aimo Koivunen raconte son histoire, mais pour la plupart de ses souvenirs, il était sous les effets de la meth, en plus d'être sous les effets de la fatigue et du stress. On dirait que je sens que ça va être drôle. Genre. Oui, oui. que tout dans ta voix me dit que je vais être crampée. Genre. Ben, c'est quand même drôle. Je veux pas qu'on absurde, me lance des tomates, là. Genre, le du monde vont écrire sur tous les toits que je suis une sans cœur et sans empathie, là. Mais c'est quand même un peu absurde, cette histoire. Ça a l'air. Comme je l'avais dit après mes derniers épisodes, là, moi, je voulais m'aventurer dans autre chose complètement, de quoi d'un peu moins tragique. Ouais. Donc, voici l'histoire d'aujourd'hui. Je suis down. Bien que ces souvenirs sont peut-être flous, confus, exagérés, ce que je vous raconte aujourd'hui, ça vient des mots d'Aimo Koivunen lui-même. OK. Aimo est un jeune Finlandais né le 17 octobre 1917. Au moment de notre histoire, il a 27 ans et c'est un soldat finlandais durant la guerre de continuation, également appelée guerre soviético-finlandaise. Là, j'aime bien faire des capsules historiques, là, mais là, ça me dépassait un petit peu. Okay? Les guerres juxtaposées à la Seconde Guerre mondiale, les sous-conflits du conflit principal, c'est beaucoup. Là, je m'embarquais dans quelque chose de complexe. Oui, puis on n'est pas professionnel, puis moi, j'aurais probablement rien compris de ce que tu me dis. C'est ça. Fait que là, je vais vraiment résumer les grandes lignes. La guerre de continuation, c'est un conflit qui a opposé la Finlande à l'Union soviétique du 25 juin 1941 au 19 septembre 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale. OK. Et là, sûrement que ça va intéresser seulement 2 personnes parmi nous, là, mais il ne faut pas la confondre avec la guerre d'hiver.
All right, tout le monde, faut pas la confondre avec la guerre d'hiver. Là, on a un historien ici qui veut nous tuer. Mais Ouais, peut-être. la guerre d'hiver, On vous c'était salue. une autre guerre qui opposait la Finlande à l'Union soviétique. Mais ce n'est pas celle-ci. Pas dans la même période. Là, Non. À ne pas confondre tout le monde. OK? Voilà, c'est dit. Le but principal de la Finlande pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était de survivre en tant qu'État démocratique indépendant. Pendant la guerre de continuation, la Finlande cherchait à récupérer des territoires perdus et à étendre son territoire plus à l'est. Donc, pendant ce conflit-là, étrangement et à ma grande surprise, moi, je savais pas ça, mais la Finlande était aux côtés de l'Allemagne nazie parce qu'ils avaient un ennemi commun, les Russes. Ouais. Je m'arrête ici Parfait. parce que je sais pas trop. On arrête là. Je sais qu'on a déjà appris ça au secondaire, comme les alliances, puis tout ça, mais... C'est pas là le creux de l'histoire. Mais Ouais. tout ça pour dire qu'en ce moment, les méchants, ce sont les Russes dans notre histoire. OK. Pour Aimo, Oui. les méchants, ce sont les Russes. Pour la fameuse guerre que tu parles. Pas Oui. la guerre d'hiver, tout le monde. On reste... On suit. OK? La guerre de continuation. Parfait. C'était un combat parallèle à la Seconde Guerre mondiale. Là, on est en hiver 1944. Et ça devient con. Et là, tu viens de dire le mot hiver, je suis toute. OK, C'est non, une j'arrête. guerre qui a eu lieu en hiver, mais ce n'est pas la guerre d'hiver. Oui, oui. Non, je sais niaise. OK, je vais arrêter, sinon on finira jamais. On finira jamais. On est dans les montagnes en Russie, proche de la frontière finlandaise. Aimo, c'est un éclaireur finlandais qui mène une patrouille en ski sur le territoire de Kantalahti à un moment où les Russes, eux, mènent des opérations d'encerclement dans le secteur d'Alakurti. Donc, des régions montagneuses occupées par les deux camps. Il y a des batailles qui se passent dans les montagnes hivernales et c'est des batailles, des combats en ski. Les Oh, mon patrouilles Dieu. sont en ski de montagne, genre du touring, là. Puis là, c'est-tu la vraie histoire, les vrais faits? Ou... Oui. OK, c'est pas juste C'est lui pas qui est juste- buzzé bien raide puis Non. qui a imaginé tout ça. OK. Non, je vais mettre des photos sur Instagram. Wow! Les troupes à ski ont joué un rôle clé dans le succès de l'effort de guerre de la Finlande contre l'Union soviétique. OK. Donc, on a des soldats à ski qui escaladent et dégringolent des montagnes enneigées. Là. C'est quand même C'est fou, quand même. impressionnant. Ouais. Ben oui. Aimo se souvient avoir rejoint cette patrouille dès l'été 1942 et avoir déjà participé à de nombreuses expéditions avec elle. Il se considère comme un assez bon skieur de fond, ce qui lui permet d'intégrer ce groupe de reconnaissance de longue portée spécialement entraîné pour cet hiver. Là, le quartier général a obtenu des renseignements laissant croire que l'ennemi prépare quelque chose de suspect au nord du chemin de fer reliant Kantalahti à Alakurti. Ils ont comme une alerte. Mhm. Et les instructions sont pas claires, mais ça inquiète les troupes. Aimo fait partie de la 4e compagnie du bataillon de Rangers du quartier général chargé de patrouiller cette zone-là. C'est des mots compliqués de guerre, mais cette compagnie-là est connue sous le nom de section Patsalo et elle est sous le capitaine Patsalo, justement. Et cette compagnie-là doit envoyer des hommes vérifier ce qui se passe dans le secteur louche qui aurait potentiellement de l'occupation russe. OK. Ce jour-là, Aimo, il revient d'une autre patrouille de reconnaissance qui avait débuté une semaine plus tôt. Et là, il revenait au camp de base, puis il pensait partir en congé pour une semaine ou deux. Mais là, juste avant de partir, un lieutenant, le lieutenant Nori, lui demande s'il veut joindre cette nouvelle patrouille-là pour aller voir ce qui se passe autour de Alakurti. Et là, Nori il est quand même prestigieux, c'est un lieutenant important, puis c'est la première fois qu'il s'adresse à Aimo puis qu'il lui demande de participer à une mission. Et ses amis, collègues à Aimo, ils l'ont bien vendu à Nori. Puis là, ça l'a impressionné, fait que là, ils veulent voir. Puis là, Aimo, il sent qu'il a comme pas le choix d'accepter parce que là, il s'est fait vanter par ses amis. Mhm. Faut qu'il respecte un peu l'image qu'on a faite de lui. Ouais. Fait que là, Aimo accepte et il reporte ses vacances. Le groupe d'hommes part donc à l'aventure. Ils ont skié sans interruption pendant plus de 2 jours, ne faisant que de courtes pauses, et ils sont presque au point d'atteindre leur destination. On est le 18 mars 1944, vers 10 heures le matin. Il fait beau, gros soleil, et la température est de moins 15 degrés Celsius. Donc, OK. une belle journée ensoleillée, mais froide d'hiver. Ouais. Dans les montagnes. Ben, parfait pour faire du ski. Ouais, parfait pour avec du un touring. bon cache-cou. Ouais. Mhm.
La troupe a traversé la frontière russe et ils sont à la limite forestière du Kaitafjeld, en Finlande. Une vue spectaculaire s'est ouverte devant eux, environ 2 kilomètres de collines enneigées, de forêts. C'est vraiment comme... En fait, la forêt est dégagée, là. Fait que là, c'est une grande surface que tu vois à l'horizon, là, c'est vraiment beau. Et là, le lieutenant Norrie décide que c'est le temps de s'arrêter pour se reposer. Aimo fait une ronde de repérage, puis il y a comme un drôle de feeling. Là, il vérifie s'il n'y a pas une manière de s'enfuir rapidement, mettons qu'ils sont attaqués. Il cherche une issue là, de secours en cas d'attaque. Il est inquiet parce qu'en traversant la frontière plus tôt, il a entendu des coups de feu. Et en longeant la forêt, il y a un avion qui est passé au-dessus de leur tête. Fait que là, il y a de l'occupation, il y a de l'activité pas loin. Ouais. Il sent que peut-être qu'à tout moment, les troupes ennemies pourraient apparaître. Il reste aux aguets. Et il est certain qu'ils ne pourront pas rester ici longtemps, fait qu'il ne veut pas se mettre trop confortable. Il est sénère, le pauvre. Ouais, il est sénère. Puis il n'est même pas encore sa mette. C'est ça, depuis tantôt, je suis comme... J'essaie de comprendre, genre, j'ai peur que tu me dises à tout moment, genre, que c'était juste un buzz dans sa tête. Je vais toujours préciser, là. Parfait. Je vais toujours préciser. Parfait. Faut pas tout remettre en question trop, là. Parfait. Aimo, il part un petit feu au campement et il s'éloigne pour aller chercher du bois pour l'alimenter. Et là, tout à coup, 2 de ses camarades commencent à tirer. Des coups de feu. Aimo se retourne, une troupe ennemie réplique et tire sur ses camarades. Et ce sont des balles explosives qui proviennent de tous les sens. Ils sont encerclés. Le sous-lieutenant Ritkonen ordonne aux soldats de se mettre en position de combat, mais la plupart des Finlandais ont déjà commencé à fuir la Seine vers l'ouest. On peut pas leur en vouloir, c'était pas mal la seule issue possible s'ils voulaient s'en sortir vivants parce qu'ils étaient vraiment encerclés de Russes. Aimo court sur une colline pour regarder au loin, espérant apercevoir le reste de sa troupe, mais à la place, il voit un peloton de skieurs russes approcher. Et pelaille. Sur le coup, ils sont trop loin, Aimo ne tire pas dessus tout de suite, mais il les voit, la masse de soldats s'approcher de lui et de ses camarades. Et que je m'enterrerais dans la neige quelque part. T'es perdu dans la forêt, là. Oh mon Dieu, cauchemar. Quand les soldats ennemis sont à environ 150 mètres de lui, Aimo commence à leur tirer dessus pour les prendre par surprise un peu. Et ça calme un peu la situation, les coups cessent, les Russes ne répliquent pas tout de suite. Après environ 10 minutes de coups de feu dans tous les sens. Aimo, il ne sait pas s'il a touché des ennemis, mais il n'a pas le temps ni l'envie d'aller vérifier par lui-même. Certains Finlandais crient de se replier, de s'enfuir, mais d'autres désespérés disent qu'ils sont déjà encerclés puis que c'est fini. Ouais. Là, il n'y a plus de coups de feu, mais ils sont juste probablement en train de recharger leur gun puis ils vont revenir à tout moment. C'est peine perdue pour plusieurs d'entre eux, selon ses camarades. Mais d'autres abandonnent pas et plusieurs soldats finlandais s'enfuient en ski aux côtés du sous-lieutenant Ritkonen. Aimo y compris. Dès qu'ils prennent la fuite en ski, les cours commencent. Ils se font pourchasser par les Russes dans les montagnes enneigées en se faisant tirer dessus. Ils dévalent les pentes. Derrière eux, il y a des Russes qui leur tirent dessus. Ben voyons donc. À un certain moment, Aimo, il voit des Russes qui à moins de 20 mètres de lui. Là. Genre qu'il les rattrape, là, il reprend de la vitesse ici, ça. Là. Ouais. Il essaye de faire des slaloms pour recevoir un coup de fusil. C'est ça, oui, il se met en downhill puis ligne droite le plus vite possible. Barouette. Ritkonen ordonne à ses hommes de lancer leurs mines derrière eux. Et Aimo écoute les commandes de son sous-lieutenant et il lance les mines qu'il avait dans son sac. Ça l'éloigne un peu quelques Russes qui le pourchassaient. À ce stade-ci, les Finlandais ont skié sur une distance de quelques centaines de mètres. Quand même. Aucun n'a été touché malgré la pluie de coups de feu, mais Aimo, il est triste. Là, plusieurs ont été laissés derrière puis il se doute bien que leur sort n'est pas très heureux. Ouais. Probablement qu'ils sont capturés ou déjà morts. Mais là, la neige est rendue molle, c'est de la poudreuse à ce stade-ci, puis elle leur arrive jusqu'aux genoux. Difficile de skier rapidement là-dedans. La troupe ennemie va bientôt les rattraper s'ils ne se creusent pas une piste de ski praticable. Là, Aimo, il est comme pris d'un élan d'adrénaline et de courage, puis là, il se met en avant de ses camarades et il forge un chemin en ski pour que les autres le suivent. Dans la poudreuse, là. De la neige jusqu'aux genoux. Eh mon Dieu, que je suis stressée.
Et ça va être ça tout le long, là. Ça aide un peu. Les Finlandais, ils reprennent de la vitesse. Mais là, Aimo, il commence à être fatigué. Là. Lui, c'est tout lui qui ramasse la neige. Son corps tremble de fatigue. Et les coups de feu se rapprochent de plus en plus. Il sent qu'il perd de la vitesse à nouveau. Ça fait plusieurs heures qu'il skie dans la neige. Et là, c'est pas juste descendre, il remonte aussi. Là, comme du touring, là, tu peux monter en ski en faisant des S. Genre, il doit être essoufflé en tabarouette. Oui, là, c'est épuisant. Et ils ont rien mangé depuis tôt ce matin, puis là, on est en fin d'après-midi. Leur seul déjeuner, c'était un petit sandwich de pain dur. Ça a de l'air pas très délicieux. Aimo, qui creuse un chemin en avant depuis des heures, est à peine capable d'avancer dans la neige haute. Et les Russes se rapprochent. Parce que lui, il fait un chemin pour les Finlandais, mais les Russes, ils prennent le même chemin, là. Ben oui, c'est ça. Tu peux pas l'effacer après, là. Non, c'est ça. Un de ses camarades derrière lui remarque qu'Aimo s'affaiblit et il lui crie « T'endors pas, Aimo, lâche pas, on a besoin de toi. » Mais là, Aimo, il sent là, que c'est bientôt la fin de son énergie. Là, ses jambes sont prêtes à le lâcher à tout moment. Mais Aimo possède quelque chose dans son sac. Une pilule. Tout le pervitin assigné à leur groupe. À la base, Aimo est contre leur utilisation. Il aime pas trop ça. Mais là, il sent qu'il n'y a pas le choix. Aimo, de peine et de misère, sort le pot de pervitin, de méthamphétamine, de sa poche de manteau. Mais avec ses grosses mitaines, il est comme pas capable de juste prendre un petit comprimé dans le pot. Et là, sous le stress, il verse tout le contenu du pot dans sa bouche et avale les pilules. Ben, il va faire une crise de cœur, là. Je peux pas croire, là. Ça prend pas beaucoup de temps qu'Aimo se sent un nouvel homme. Il skie comme un poisson dans l'eau et dévale la piste à toute allure. Voyons donc. C'est sûr que ses potes sont pas capables de le suivre, là. Ben, c'est ça. C'est là où j'arrive. Ah, c'est de Et là, de bine. il en revient pas. Il est genre, waouh! Hey, je suis inarrêtable. Il creuse un chemin à toute vitesse. Là, c'est genre la potion magique d'Astérix et Obélix. Oui, là. c'est ça. Depuis tantôt, j'ai ça dans le tête. Après un certain moment, l'espace-temps est rendu flou pour notre cher Aimo. Il sait plus trop il est quelle heure. On est-tu le jour? On est-tu la nuit? Il sait même plus il est où. Les environs ont changé. Il reconnaît plus le paysage. Et il y a des moments où il perd conscience, genre quelques instants. Il sait pas combien de temps, mais on dirait qu'il se réveille. À chaque fois, il se réveille, puis il est comme « Hey, je dormais? Quoi? » Il perd un peu la notion du temps, de l'espace, Ben, c'est clair, là. de l'univers. En plus, genre, il me semble quand tu fais du sport, t'accélères comme tout ton système. Fait que si jamais tu prends genre une drogue ou de l'alcool ou peu importe quoi, on dirait que ça va comme amplifier, genre, c'est ça? Ben, J'ai l'impression que si tu bois puis que tu fais du sport, tu vas être encore plus sous, genre, je sais pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il doit être comme en train de devenir un super-héros, là, je peux pas croire, là. Et là, selon ses camarades, à ce stade-ci, il commence à s'inquiéter pour Aimo et lui enlève son chargeur de son fusil parce qu'ils lui font pas trop confiance, il sent qu'il perd la boule un peu. Mais Aimo, lui, se rappelle aucunement de ce moment. OK. La seule chose qu'il se rappelle, c'est d'être debout, immobile, sur ses skis, devant la frontière finlandaise. Complètement high. Mais il est seul, aucune trace des autres. Il est rendu à la frontière finlandaise, là, la frontière qu'il avait traversée comme tôt le matin durant son expédition. Là, il est comme revenu quasiment à mi-chemin. OK. Puis il sait même pas quel jour on est. Ça fait combien de temps qu'il est là? On est-tu rendu le 19? Il rêve, là, legit, là. Il est ailleurs. Il sait pas ça fait combien de temps qu'il skie. Il s'est juste réveillé en ski à la frontière finlandaise. Il s'est fait encercler par les Russes le matin du 18 mars. Et maintenant, tout ce qu'il sait, c'est qu'il est à 100 km de cet endroit-là où les Russes l'avaient encerclé à la base. Fait qu'en je sais pas combien de temps, il a parcouru 100 km en ski. Et c'est pas juste des descentes, là, c'est des montées aussi. Ouais, c'est ça. Aimo comprend rien. Où sont ses amis? Pourquoi il est tout seul? Et surtout, comment il a fait pour se ramasser à 100 km de son campement? Il est terrifié, complètement perdu dans les montagnes et complètement high. Là, il se dit « OK, je vais manger un peu, ça va peut-être m'aider à calmer mon high. » Il s'assoit sur ses skis et ouvre son sac. Vide, aucune nourriture dedans. Il est comme « What? Je l'ai-tu mangé? » Mystère. Il regarde son arme, aucune munition.
Là, il est complètement démuni de... Il n'y a rien, là. Tout, là. Il est vraiment dans la merde. Là, il panique. Sur la mette, je vous rappelle, là, pendant tout ce temps, là, la mâchoire devait saler de gauche à droite, là. Et peut Là, il regarde sa boussole et il pense se situer un peu dans les montagnes. Là. Il se reconnaît et en regardant l'horizon, il pense savoir où aller pour retrouver une autre base avec des soldats alliés. Et selon ce qu'il voit autour de lui, il estime que c'est à 10 km de où ce qu'il est. Et pour se rassurer, il se dit « Ah, ben les autres doivent déjà être rendus là-bas. J'ai dû juste m'éloigner pendant 1 ou 2 kilomètres, puis je vais les retrouver. Mhm. » Oh là là que non! Ben voyons donc. Mais là, Aimo perd connaissance à nouveau avant qu'il puisse se rendre où qu'il pensait se rendre. Ce que Aimo ne sait pas ou n'a pas réalisé, c'est qu'il a avalé 30 pilules de pervitin. Mais comment il est encore en vie, tabarouette? The fuck? Il reprend conscience et là, il est en train de se chicaner avec un camarade finlandais. Il s'obstine à savoir par où passer. Là, il est en train de se chicaner, mais il se réveille, il est en train de se chicaner. Puis la dernière fois, il y avait personne avec Ouais. lui. Genre. Et là, il trébuche, puis il déboule une montagne pendant un long moment. Et, en bas de la montagne, il réalise bien vite qu'il a halluciné le camarade et qu'il se parlait tout seul. Oh, shit. Là, il est comme en train de se dire « Merde, je peux plus faire confiance à ce que je vois, là, j'hallucine. » Oh mon Dieu, mais c'est genre un bad trip. Là. Oui, un bad trip total. Là, il prend de la neige puis il se la met dans les yeux pour essayer comme de reprendre ses esprits, là, de se rafraîchir la face. Ouais. Là. Et là, il voit du feu au loin. Là, il se dit, mais là, c'est-tu vraiment du feu? Il plisse les yeux. Non, il est convaincu. Il voit un espèce de campement. Et là, il reconnaît des Suisses, des alliés. Yes! Il est tellement content. Il est comme, enfin, mon calvaire va finir. Les Suisses vont m'aider. Là, il dévale la pente en ski. Il a les yeux pleins d'eau, il est ému. Là. Lui, il vient de vivre un calvaire, il est en bad trip de mètres. Il est comme, je veux juste retourner à la maison. Et là, plus il approche du campement, plus il est comme, est-ce que ce sont bien des Suisses? Là, Je regarde d'autres choses que camper en ce moment. Et je vous rappelle, là, il est comme en downhill. Là. Il est au sprint en ski. Ouais, là, ouais. Il dévale la pente. Tout droit vers des Russes. Ah, Mais là, des il- Russes qui se font un feu de camp. Oui, mais là, il va beaucoup trop vite, là. Ouais. Il fonce tout droit vers les Russes. Pas de bon sens. Fait que là, il fait juste traverser le campement russe en ski, genre, ziong! Pendant que les Russes sont genre en train de se faire à bouffer autour du feu. Il voit juste un Finlandais passer tout droit devant eux. Et ça les prend par surprise, fait qu'ils n'ont même pas le temps, tu sais, de le tirer dessus ou quoi que ce soit. Ouais, il est genre... On est dans les Looney Tunes, là. Oui, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est Blade Runner, Roadrunner. Roadrunner. Blade Runner. Blade Runner, ouais. Non, c'est Mip Mip, là. Ouais. Aimo n'a même pas le temps de jeter un regard derrière lui pour vérifier si les Russes le pourchassent. Là, il suit plus aucune trajectoire, aucune destination. Il veut juste s'éloigner le plus possible des Russes, qui a clairement attiré l'attention. Là, dévaler une piste de ski à travers eux, là, c'est sûr qu'ils l'ont vu. Là, il skie sur un long marais gelé, mais il n'y a aucun arbre. Là. Un lac, là, un long marais, là, il est très visible. Mhm. Il est à découvert. Mais le marais fait environ 8 km. Puis il se dit qu'après ça, il voit des buissons, là, puis il va pouvoir se cacher, puis se cacher des yeux des Russes. Mhm. Mais pendant 8 km, Ouais, il se met en il est danger, à là. découvert et les Russes le voient très bien. Il n'a même pas le temps de reprendre son souffle derrière un buisson qu'il voit une armée rouge en ski sur le marais, pas bien loin derrière lui. Et boboy. Oh shit! Évidemment que les Russes n'ont pas juste dit « Ah bon, on va le laisser partir. » Non, ils veulent le capturer ou le tuer. Aimo dit « La peur est un état d'esprit qui te fait oublier toute faim ou toute fatigue. Et à ce moment-ci, j'avais la chienne de ma vie. » Bon, traduction libre du finlandais. Ouais. Il reprend en ski direct, il n'a même pas le temps de se reposer. Et ça devient une véritable course à ski pour sa vie. Lui contre une armée de Russes. La course de sa vie, littéralement. À certains moments, la distance entre Aimo et les Russes était d'à peine quelques centaines de mètres dans les montagnes. Si Aimo fait la moindre erreur, il va perdre de l'avance et se faire attraper. Il n'a pas le droit au moindre faux pas. Il n'a jamais skié aussi vite, mais il est sur la mette.
Donc, il a un certain avantage. Mais plus le temps passe, plus les Russes reprennent du terrain. Et ils sont désormais à 20 mètres d'Aimo. Aimo, il a l'impression que ça finit plus de finir. Là. Il pense que ça fait 2 jours qu'il est pourchassé par les Russes. Et il a même l'impression que des fois, il y a un Russe derrière lui qui touche le bout de ses skis tellement qu'ils sont proches. Là. Il sent comme leur respiration dans sa nuque. Là. Mais tu sais, il est dans un état second. Là, oui. Il arrive à un fiel d'un espèce de plateau rocailleux qu'il remonte, toujours avec les Russes à ses trousses. Il reprend de l'avance en escaladant le fiel sans hésitation, avec une énergie surhumaine. Il commence à neiger, de la grosse neige qui tourne en pluie verglaçante. Aimo, il voit rien devant lui. Il vente tellement, il est tout mouillé, tout trempe, et il a tellement froid qu'il a l'impression qu'il n'a de rien porter sur le dos. Là. Il est glacé. Mais cette tempête-là peut être un moyen pour lui de s'en sortir. Il peut l'utiliser à son avantage parce que ça ralentit les Russes. Et les Russes, je pense qu'ils ont perdu de vue Aimo au loin et ont décidé d'abandonner parce que Aimo finit par perdre connaissance durant la nuit. Et quand il se réveille le lendemain matin, il est tout en bas du fiel qui a redéboulé. À 500 mètres, le fiel s'étend à 500 mètres de haut derrière lui. Fait que c'était comme une grosse escalade qu'il a faite et qu'il est redescendu pendant un état semi-conscient. Mais au moins, les Russes sont plus là. Il est tout seul. Il est-tu encore buzzé, là? Ben là, c'est peut-être rendu l'énergie du désespoir à ce stade-ci, là. Ou en sevrage majeur de mètres. Ouais. Mais il se réveille puis il est comme, hop, OK, il n'y a plus de Russes. Voyons donc. Au moins, les Russes semblent l'avoir laissé tranquille. Épuisé, il se fait un feu et s'enveloppe d'une veste de fourrure et dort dans un trou dans la neige toute la journée. Il est comme hangover, là. Ouais. Hangover en plein milieu de nulle part, dans les montagnes. Dans une guerre. Oui. Avec plein de Russes armés autour de lui, là. Comme, c'est un cauchemar. C'est quoi sa vie, pauvre garçon? Il dort toute la journée, toute la nuit et se réveille le jour suivant. Et il se décide de se remettre à skier. Il tombe sur des grosses pousses fraîches de pin et décide de les faire bouillir pour les manger. Il y avait dans son sac là, un petit kit pour allumer un feu et une petite bouilloire, quelque chose. Tu sais, des pousses de pain, là, ça doit pas être délicieux, mais ça le rassasie un peu parce que ça fait quand même plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Et il sent qu'il a un regain d'énergie suffisant pour reprendre sa route en ski. Et il skie même toute la nuit. Aux petites heures du matin, il s'endort près d'un arbre et les hallucinations reprennent. Oh mon Dieu. Mais mettons, là, qu'on jase, là. Il a été chanceux en tabarouette à chaque fois qu'il s'est endormi de ne pas perdre ses skis, mettons. Oui. Mais ça, moi, quand je vais faire du ski, j'ai peur, souvent. Comme dans le... Comment t'appelles ça? Les hors-pistes, là? Ouais. Dans les sous-bois? Sous-bois. Ouais. Il a été chanceux en tabarouette, là, d'avoir encore des skis, ce petit monsieur-là. Là. C'est vrai. De toujours se réveiller avec ses skis, là, il aurait été encore plus dans la merde. Là. Ouais. Là, pendant cette nuit mouvementée, il imagine un carcajou l'attaquer. Et dans son rêve, il sort un couteau pour le poignarder, puis là, il se bat avec le carcajou. Mais là, quand il se réveille, il réalise qu'il varge sa boussole contre un arbre et la brise. Fait qu'il n'y a plus de boussole. Ça se peut pas. What the hell? Ah, pauvre gars. Là, il est furieux contre lui-même. Il se dit, tabarnak. J'avais... Tout ce qui me restait quasiment, c'était une fucking boussole. Et là, je l'ai fracassé contre un arbre. Il continue à skier, espérant tomber sur quelqu'un, quelque chose, un signe, un chemin quelconque. Il est complètement perdu, là. Il sait pas du tout il est où. Il finit par se rendormir et rêver à son ami qui le guide vers le campement finlandais. Et quand il ouvre les yeux, il est en train de skier. Mais il sait pas depuis combien de temps. Il est genre, what? Ben voyons. Dans ma tête, donc. je m'étais couchée pour la nuit et je me réveille, je suis en train de skier, il fait jour. Et il est en train de dévaler la pente et il réalise qu'il n'y a rien sur lui, il n'y a plus son sac avec ses petits équipements. Il les a laissés derrière. C'est super. Il n'y a plus de fusil, plus de sac à dos, plus de casserole pour faire bouillir quelque chose. Rien. Là, il se dit, OK, je peux plus dormir. Quand je dors, je fais n'importe quoi. J'hallucine puis je prends des mauvaises décisions. Il se dit, je dois juste skier. Ah, ben ouais. Aimo skie donc durant des jours et des jours.
nuit et jour. Là. Tabarouette! Mais c'est un super héros, cet homme. Il se réveille un matin. En fait, il arrive un matin semi-conscient, en manque flagrant de sommeil et probablement en sevrage de meth à ce stade-ci. Et là, il croit voir un petit chalet, une genre de cabane en bois dans la forêt. Il se frotte les yeux. Là, il se dit « OK, j'hallucine encore. » Mais une fois devant, il touche la cabane. Puis là, il se dit « Non, c'est bel et bien une cabane. » Miracle. Il entre à l'intérieur et voit des bouches de bois. En semi-hypothermie, complètement épuisé et en après-bosse de meth, Aimo prend le bois et fait un feu directement sur le plancher de la cabane. Tabarouette, mais ça ne va guère. Il fait fondre la neige et la bois, puis s'endort au bord du feu, qui est littéralement au milieu de l'air ouverte. C'est ça. Évidemment, qu'est-ce qui arrive, tu penses? Il s'endort dans un feu de foyer, tabarouette. La cabane est en bois et le feu s'étend de plus en plus sur le plancher de bois. Feu. Qu'est-ce qui se passe? Là, le feu prend de l'expansion, tu sais. Imagine un cercle qui grossit. Eh oui. Et Aimo, quand il sent, mettons, le bout de ses pieds trop chaud, fait juste se reculer d'un pied puis se rendort. Petit à petit. Plus le feu s'expand, plus lui il recule. À moitié endormi, à moitié inconscient, là. Et éventuellement, la cabane entière prend feu. D'après ses souvenirs, Aimo s'est réveillé avec la cabane démantibulée autour de lui, plus de toit, plus de mur. Et c'est juste à ce moment-là qu'il s'est réveillé puis qu'il s'est enfui de la cabane, quand il restait juste lui au milieu des flammes. Ben voyons donc. Dehors, il voit derrière la cabane un petit sauna. Puis là, en Finlande, c'est commun, les saunas. Là. Okay, moi aussi, j'étais genre, what? C'est pas comme des saunas fancy, là. T'sais, toutes les maisons, quasiment, dans les régions nordiques ont des saunas, là. C'est comme une bécosse pour nous autres, genre. Genre, avec avec une petite fournaise, genre. Ouais. Fait que là, c'est parfait. Il allume la fournaise, se réfugie dans le sauna et dort pour la nuit. Il se demande comment il a fait pour pas brûler vif, mais bon, il est content d'être en vie et il dort paisiblement dans le sauna. Puis à ce point-ci, il comprend rien depuis le début. Là, non, il se pose pas trop de questions. Bon, je suis encore là. Durant le jour, il est correct. Il reprend un peu des forces. Là, sa nuit de sommeil a fait du bien. Mais quand la nuit tombe, la folie reprend dans son esprit. Aimo dévale la pente en ski encore et essaie de suivre l'étoile polaire, mais il pense que c'est la lumière d'un autre chalet. Puis là, il essaie juste de l'attraper. Fait que là, il skie pour toucher les étoiles. Toute la nuit. Comme dans Marguerite et la bête féroce. Oui! Oui, je sais exactement de quoi tu il parles. cherche l'arc-en-ciel. Oui. Ça finit plus. Oh mon Donc, Dieu. il fait la course avec les étoiles, mais évidemment, il perd. Ben oui. Là, il arrive à une clôture et des fils de barbelés. Et là, il veut juste trouver quelque chose à ce point-ci de l'aventure. Là. Allemand, finlandais, suisse, là, peu importe. Il veut pas mourir gelé. Fait que là, il s'approche des barbelés et il crie en finlandais puis en allemand de le laisser entrer. « Aidez-moi, aidez-moi ». Il espère que ça soit un camp allié. Mais là, boum! Une mine explose directement sous le pied gauche d'Aimo. Ben voyons. Il était dans un champ de mine. Si tu me dis qu'il s'est réveillé après, genre au Cora déjeuner, là, genre je pète une coche. L'explosion fait revoler Aimo à l'écart. Et une chance parce que s'il était revolé sur une autre mine, ça l'aurait juste continué ainsi de suite parce qu'il était sur un véritable champ de mine. Oh shit. C'était une fortification allemande abandonnée qui avait été protégée par des mines tout autour. Mais là, ben, le pauvre Aimo, il est juste tombé là-dessus. Là, il se réveille, complètement sonné, et prend le temps d'inspecter son pied. C'est nasty. Il voit des os sortir de son pied et pointer dans différentes directions. Hey, mon Dieu. Ses muscles ont l'air déchiquetés. Et là, il est en douleur, mais sous l'adrénaline, je pense qu'il sent pas grand-chose. Il voit juste le reste de ce qui reste de son pied et il sait pas trop quoi faire. Il voit au loin une tranchée et décide de ramper jusqu'à la tranchée. La tranchée est à 100 mètres de lui. Fait que là, il sait pas combien de temps ça y a pris, mais c'est quand même long ramper avec un pied déchiqueté dans la neige pendant 100 mètres jusque-là.
Mais il se dit, je pourrais me cacher là puis être au moins à l'abri du vent le temps que je trouve un plan pour me sortir de là. Arrivé à la tranchée, Aimo ouvre la porte avec sa main droite et tient son bâton de ski dans la main gauche. C'est tout ce qu'il y a sur lui. Et il ouvre la porte d'environ 10 cm. Mais là, un flash de lumière, aveuglant. Aimo pense que la Terre explose. Une autre bombe. Dieu. Ce gars-là, là, mettons, là, j'ai juste une image en tête. Genre, il y a un split screen. D'un bord, il y a la Deuxième Guerre mondiale, puis de l'autre bord, il y a lui qui vit une guerre tout seul, genre, avec lui-même. C'est vrai. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Ah, je te dis. Exactement. Aimo ouvre les yeux et il est à 30 mètres de la tranchée, bien enfoncé dans la neige. Il tient toujours son bâton de ski dans la main gauche et dans la droite, il tient toujours la poignée de porte qui, elle, est toujours attachée à la porte. OK. C'était clairement une genre de booby trap, là, une bombe cachée pour piéger un ennemi potentiel qui voudrait approcher les tranchées allemandes. Ouais. Mais là, ça a tombé sur Aimo. Il sait pas ça fait combien de temps qu'il était inconscient, mais ses yeux lui font extrêmement mal, surtout le gauche. Il voit pas bien de l'œil gauche. Il se sent pas bien, sa tête bourdonne, le bas de son pantalon est manquant et il y a plus de souliers, plus de bottes de ski. Y a-tu encore un pied, c'est ça? Ben, ouais. Là, il enveloppe son pied gauche ou le restant de son pied gauche, ou du moins avec un bout de son chandail, et met sa chaussette droite par-dessus. Mais là, le pied droit, il a fret, là. Puis là, il se dit, OK, mon voyage s'arrête ici. Je dois juste espérer que quelqu'un vienne et faire en sorte que mon temps passé ici passe le mieux possible, le plus agréablement possible, parce que comme je peux pas avancer, là, je suis blessée, je suis désorientée, j'ai pas de nourriture, j'ai pas de pied. Sacrement. Il se creuse un petit trou dans la neige entre ses jambes et allume un petit feu, un tout mini feu entre ses jambes à l'aide de la porte de bois qui était restée accrochée à la poignée qu'il tenait dans sa main. Mm-hmm. Là, on dirait que depuis le début, il était un peu en buzz de mettre, là. Mais là, il réalise un peu l'état de sa situation et la détresse embarque. Il commence à pleurer et à crier de désespoir. Il se sent seul au monde puis il ne voit pas dans quel monde il pourrait survivre. Mm-hmm. Il crie si fort que ça écho dans les vallées qui l'entourent. Là. Il se sent comme le dernier homme sur Terre à ce stade-ci. Il est seul dans les montagnes enneigées, au beau milieu d'un champ de mine, avec le pied déchiqueté, aucune nourriture et des Russes qui rôdent pas loin. Là, ça va mal. Là, il boit de la neige fondue et il trouve que cette eau-là est la meilleure eau qu'il ait jamais bu de sa vie. Il voit un jet de Sibérie voler au-dessus de lui, une espèce d'oiseau, et qu'il regarde tendrement. Aimo ne sait pas s'il hallucine ou non, mais il voit ça comme un signe rassurant puis ça le calme un peu. Là, il commence à avoir vraiment froid dans la neige, fait qu'il place le reste du bois en dessous de lui pour au moins faire une séparation entre la neige et son corps, et il s'endort. Là, il fait son meilleur rêve jusqu'à présent. Il rêve qu'il est envoyé à l'hôpital de Loima et que des infirmières lui apportent de la nourriture. Et il rêve qu'il mange et mange comme un goinfre, là. Mais là, il se réveille à moitié conscient, toujours dans son petit trou de neige, affamé, Oh non. frigorifié. J'espérais qu'il se réveille ailleurs, comme Non. depuis le début. Non, la morale n'est pas « et ce n'était qu'un rêve ». Là, il est déçu et se rendort. La nuit va passer ainsi. Il rêve qu'il mange, qu'il se fait sauver. Il se réveille pour réaliser que c'était juste une illusion. Ainsi de suite. Une vraie torture de désespoir chaque fois. Quand le jour se lève enfin, après la plus longue nuit ever selon lui, il est même pas capable d'ouvrir les yeux, tellement il est faible. Il perd conscience du temps. Il sait pas ça fait combien de jours qu'il est là. Là, il raconte, il dit « Je sais pas, j'ai passé combien de temps non plus dans cet état-là. Mais après quelques jours, une semaine, difficile à dire, il entend une explosion. Il reconnaît ce son. C'est une mine qui explose. Ça veut dire qu'il y a eu du mouvement pas loin, puis il espère peut-être qu'il y a quelqu'un dans le champ de mine à côté de lui qui aurait fait exploser une mine. Ouais. Et il entend quelqu'un au loin crier « Amenez un traîneau ». Oh my God. Là, en plus, il réalise que la personne qui parle en finlandais. Là, il y a le cœur qui bat dans le tapis.
Il hurle. C'est le plus beau moment là, Oui. de sa vie. Là. Là, il crie. Mais c'est du finlandais, ça! Qui est là? Venez m'aider! Y a-t-il un film qui a été fait là-dessus, quelque chose? J'ai pas trouvé. Eh mon Dieu, mon rêve de voir ça avec des images. Ben simple. Là, la voix répond « On peut pas t'aider. Notre sergent a pilé sur une mine et on doit le transporter en premier pour le soigner. » Là, Aimo, il est genre « Non, 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 non. » Là, il relève la tête. Il voit que la personne qui lui parle, c'est un jeune soldat finlandais, là, un garçon, là, à peine 18 ans. Là, Aimo, il est comme « Hey, non. Tu me laisseras pas mourir ici. Moi, je suis en état beaucoup plus critique que ton sergent. Aide-moi, s'il te plaît. Si tu pars, c'est sûr que je meurs. Là. Tu dois me sauver en premier. » Là, le soldat, il est comme... Ben, quand on va retrouver notre groupe, là, on va vous envoyer quelqu'un sur le champ. Mais la priorité, c'est mon sergent. Et que non, je le connais là. pas, là, tu sais. Oui, je comprends, mais... Oh! Et il part, Si. laissant Aimo seul. Impossible, je voudrais... Le tuer, oui. Oui. Aimo est anéanti. Il est certain que le gars, là, il veut l'oublier complètement, là. J'ai de la peine pour lui. Là, il pleure, là. Il est genre, c'était ma seule chance. Puis après ça, il se dit, oh my God, est-ce que j'ai même halluciné tout ça? Ça s'est-tu vraiment passé? Tu sais, il se fait même plus confiance lui-même. Ouais, c'est ça. Là. Mais oui, il est tout perdu. Là. C'est ça, il est complètement perdu, là. Ça doit être terrorisant. Aimo se met à prier et se rendort. Encore une fois, il perd la notion du temps. Il sait pas ça fait combien de temps que le soldat était là, il sait plus du tout il est où, combien d'heures, combien de jours il a passé dans son trou. Mais à un moment donné, il se relève, il se met assis. Il y a comme un moment, là, un petit élan d'énergie qui fait qu'il est capable au moins de s'asseoir. Et il est capable de regarder autour de lui un peu. Parce qu'il passait ses journées couchées, les yeux fermés, entre la vie et la mort. Il voit encore une fois un jet de Sibérie. Mais il est déposé sur son bâton de ski. Tranquille. Okay. Là, Aimo, lentement, il approche son bâton de plus en plus, centimètre par centimètre. Tu sais, ça a peut-être pris 1 heure, là, le temps de bouger le bâton sans effrayer l'oiseau. Et soudain, bam! Il pogne l'oiseau dans sa main et le mange tout rond, Ben tout cru. Prend un oiseau dans sa main, il le fout dans sa bouche. C'est un J'ai animal, envie de là. vomir. C'est dégueulasse, mais il est rendu Ben à oui, ce il est rendu stade-ci là, de la survie. Là. Moi, j'étais comme dans mon petit monde de licorne. J'étais genre, ah, il va devenir ami avec l'oiseau. Ça va être son compagnon. Il commence à siffler comme Eh Blanche-Neige. Là. Oui, c'est ça. Et non, il prend une croquée. Oui, il croque direct. Seigneur. Et à sa grande surprise, il dit que ça goûtait bon. Mais moi, je pense juste qu'il avait trop faim pour goûter quoi que ce soit. Là. Mais bon. Rendu là. Tu sais, un petit peu de protéines, même si c'est un petit oiseau, là, ça donne assez d'énergie à Aimo pour au moins reprendre contact avec la réalité. Il sort de son état second et prend conscience de son environnement. Après quelques temps, il entend un avion. Sans hésiter, il place son chapeau sur son bâton de ski et le fait virevolter dans les airs, en signal de « Regardez-moi, je suis là ». L'avion tourne autour de Aimo. Le pilote l'a vu. Et ce qu'Aimo va apprendre plus tard, c'est que l'avion a été envoyé par son lieutenant, le lieutenant Nori, qu'il cherchait depuis tout ce temps. Mais non! Qui est pas mort, by the way, parce que lui, il était convaincu qu'il avait perdu tous ses amis. Là. Exact. Mais moi, là, ça me fascine. Il y a encore un chapeau, un bâton de ski. Il est pas tout nu, là, genre, mais ça, avec tout ce qu'il a vécu, il aurait pu, genre, je sais pas être comment il a fait. complètement à poil dans la neige. Ouais. Ben, il n'y a plus de bas de pantalon et de chaussettes. Et de pieds. Mais comme, c'est un détail. C'est un détail. Là, il voit l'avion s'approcher, là. Ça a l'air bien réel, mais Aimo, il veut pas se faire trop d'espoir parce que trop de fois, il a été déçu et torturé par des illusions. Mais là, quand il entend quelqu'un crier « Qui est là? Ne bougez pas, vous êtes au beau milieu d'un champ de mine », ça confirme qu'il a bel et bien un sauveur. Oui! 1 heure plus tard, quand même, c'est long, mais des soldats finlandais viennent enfin le secourir. What the hell? Il est même pas capable de se tenir debout. Donc, on le traîne en dehors de son trou et le place sur un traîneau tiré par des chevaux. On lui demande combien de temps il a passé ici et Aimo répond « Je pense 1 semaine ». Là, les soldats lui disent « T'es malade, impossible que tu aies passé 1 semaine ici ».
Mais Aimo, il n'a pas la force de répliquer. Ouais. Aimo est dans un traîneau tiré par un cheval en direction de l'hôpital. Et à ce stade-ci, il perd connaissance et se souvient plus trop du reste de son voyage. Ouais. À 2 heures du matin, Aimo est arrivé dans un petit hôpital à Sala, sain et sauf, Hey, c'est fou, raide. contre toute attente. Aimo Koivunen a perdu ses camarades lors d'une poursuite en ski le 18 mars. Il est arrivé à l'hôpital le 1er avril. Son aventure a duré 2 semaines. Barouette. 2 semaines en forêt à avoir mangé un jet bleu, genre. Puis il est encore en vie. Puis en hangover de 30 pilules de meth. En s'endormant dans un feu de foyer, genre Ouais. dans un incendie, en se faisant poursuivre par des Russes. À son arrivée, son What battement the hell? cardiaque était à 200 par minute et il In. pesait 95 livres. Durant la dernière semaine qu'il a passée dans son trou, la température était entre moins 20 et moins 30 degrés Celsius. Il a parcouru au total 400 km en ski. Mais quelle calice d'histoire. C'est un surhomme. Malgré les millions de doses de méthamphétamine et de speed distribuées pendant la guerre, Aimo Koivunen est le seul soldat connu à avoir survécu à une overdose de meth derrière les lignes ennemies. Il survivra non seulement à ce périple, mais aussi à la guerre. Parce que, imagine, après ça, il retourne au combat puis il meurt direct. Là. C'est comme tout ça pour rien. Là, Ouais, c'est ça. Au moins, il a survécu aussi à la guerre. Damn. À son retour, Wow. il aura 9 enfants avec son épouse Non! Elsa. Reine des neiges! Mais voyons donc! Il est mort en 1981 à l'âge de 71 ans. C'est la plus belle histoire ever! J'ai le goût de pleurer. C'est fou, raide! What the fuck? Son histoire a marqué l'imaginaire et a été une source d'inspiration pour plusieurs soldats. Oh mon Dieu. Bien que sa véracité est remise en question étant donné l'état semi-conscient d'Aimo durant la grande majorité de son aventure, les dates et les kilomètres parcourus ne mentent pas. Peu importe qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui était des hallucinations, Aimo a certainement survécu à l'impossible durant ces 2 semaines en montagne, sous la meth. Ça n'a pas de sens. Et voilà son histoire. Plus du classique du crime. Ben oui, c'est ça que j'étais en train de me dire. Mais wow! Mais quelle histoire! J'avais Sacramante! J'avais besoin d'une histoire de survivant. Ben moi là. aussi, là. Non, c'est parfait, là. J'adore. Puis je connais pas beaucoup d'histoires de survivants. Top 2. Top 2 des plus nice histoires après Terry Joe. C'est fou, raide, là. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est- Naimo, là. Aimo, là. Aimo, Excuse, ouais. j'ai Nanaimo dans la tête. Mais genre, what the fuck? Après ça, on dirait que je peux plus chialer que Non, c'est j'ai fini. froid, j'ai faim. Je suis flabbergast, là. J'en reviens pas. Merci. Ben, de rien. Je suis tellement contente d'avoir entendu cette histoire-là dans ma vie. C'est pour ça que je fais le podcast, Colin. Aimo Koivunen, Ah! le soldat... T'as une photo de la couverture de magazine? Oui. Ou... de petit monsieur. Ben, Mon 27 Dieu. ans, mais je veux dire, dans ce temps-là, on avait de l'air plus vieux que notre âge. Là. Ouais, 27 ans, c'est nous, là. ouais. Hey, ça n'a pas de sens. Genre, j'ai vu des images, je me suis laissée transporter. À un certain moment, je me sentais dans Simpson, le film, quand il est en Alaska, puis qu'il tombe sur du monde. puis- J'aime tellement tes références. Moi, les Simpsons Movies, là, ça a longtemps été mon film préféré quand j'étais jeune. Eh, c'était tellement bon. Quand il y Mais a ouais, je me une sentais madame là, qui lui là. dit par où passer avec ses gros seins, là. Puis là, il dit « Merci, madame au gros tonton! Oh mon Dieu que j'ai ri! » J'avais genre 10 ans, puis j'étais comme... Ça l'a dit tonton à la télé. C'est la Oh fois la my plus drôle que God. j'ai entendue. Mais je de ma me vie. sentais vraiment souvent dans ce film-là pendant que tu Mais racontais c'est vrai? l'histoire. C'est fascinant. J'ai pas d'autres mots. J'espère vous avoir Eh, diverti pour cet épisode un peu plus léger qu'à l'habitude. clairement. Ben, on aime ça des fois, déroger du crime pour parler Ben oui. plus d'histoires insolites. Hein. Fait que, en voilà une. Ben, mettez un 5 étoiles tout de suite, là, les amis. Là. C'était fou braque. Merci pour tout ça. Crime. Glacé. ma gueule. On est tellement rendus, genre. Ah, on
est... Wow. Ben, merci d'être là. Je suis contente que ça t'ait plu, Cri. Vraiment. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire en DMs ou sur Gmail. Tout est dans la barre d'infos. Puis, comme Cri a dit, là, un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait bien plaisir. Vous n'avez pas le choix. Et bien voilà, la semaine prochaine, c'est un autre épisode de Cri Cri. Ouais. bien Fait que hâte. je vais me remettre de mes émotions. Puis, je pense pas qu'on va rire autant la semaine prochaine. Ben, Mais ça a vraiment fait du bien de prendre un petit C'est moment ça. de... Faut pas trop rire, mais une fois de temps en temps. C'était une sacrée belle histoire, honnêtement. Fait que, ben écoute, mettez 5 étoiles. Puis oui, on se revoit la semaine prochaine. On se réentend la semaine prochaine pour mon prochain épisode. Puis, Yes! À très bientôt! on vous aime beaucoup. Bisous, bisous, bye! Bye!